Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Salva, c'est ça? C'est laquelle? Et Selma Mikou. C'est dans notre cité en pleine métamorphose que vous connaissez bien et à laquelle vous avez participé que nous vous accueillons ce soir. Une ville qui poursuit sa transformation depuis près de 4 décennies. L'exposition du célèbre Raymond Depardon au sein de notre musée, qui se clôturera à la fin du mois, je vous le rappelle, après un vif succès. On a d'ailleurs eu, je crois, plus de monde. Avant, on avait l'exposition Rodin, qui était très intéressante, il y avait beaucoup de monde. Et là, il y a encore plus de monde pour les architectes, avec comme base Depardon. Donc, cette exposition illustre notre mue hors du commun. Elle est le résultat de l'immense chemin parcouru au fil de toutes ces années pour faire de notre territoire un modèle durable, responsable, solidaire, citoyen, qui rayonne par son extraordinaire attractivité. Nous avons donc l'honneur d'accueillir ce soir, en notre hôtel de ville, le talentueux duo des sœurs Mikou, architectes de très grande renommée. Vous êtes, chère Salva et Selma Mikou, des sœurs jumelles, réputées pour vos réalisations, notamment aquatiques. Je commencerai bien entendu par citer cette formidable, alors c'est vous qui l'avez mise en photo là, formidable piscine Feng Shui, Aquasena, du fort d'ici, lauréate du trophée d'argent cadre de vie. Alors elles m'ont dit qu'elles ont été se promener dimanche à la piscine pour voir. Et elles ont été très contentes, ils en parleront, de voir qu'il y avait autant de monde, etc. 130 000 personnes par an, hein. Et on gagne de l'argent. Pour une piscine, c'est très rare. Il fallait qu'elle soit vraiment exceptionnelle. Il faut dire qu'il n'est pas courant de voir une piscine Feng Shui en Europe. Le Feng Shui, cet art millénaire que peu de monde connaissait il y a encore 15 ans en France. On m'a ri au nez, comme d'habitude, lorsque j'ai proposé cette idée. Vous voyez comme j'ai eu raison d'insister. Et comme une telle réussite ne manque jamais d'attirer les regards et autres convoitises, rassurez-vous, nous sommes habitués, la ville de Châteauroux a pris mon attache, le maire est venu et il vous a choisi pour créer, comment ça s'est passé, il faudrait nous le raconter ça, leur nouveau centre aquatique. Toutes deux diplômées de l'école d'architecture Paris-Belleville en 2000. Vous avez été respectivement chef de projet chez Jean Nouvel et Renzo Piano. On peut difficilement avoir meilleur apprentissage. Vous y travaillez sur des programmes de grands équipements privés et publics, de logements, de bureaux, d'aménagements importants d'espaces publics dans le cadre de requalification d'espaces urbains et portuaires. Vous créez ensuite, en 2005, Mikou Design Studio, espace de création, d'expérimentation architecturale, au sein duquel, autour d'une équipe pluridisciplinaire composée d'architectes, c'est elles les chefs, hein, d'ingénieurs, de graphistes, d'urbanistes, mais aussi de scénographes, vous vous plaisez à sortir des a priori formels, fonctionnels, pour transmettre mieux et davantage. Vous êtes aujourd'hui engagé sur des projets culturels d'éducation, de bureaux, de logements, de master plan au Brésil, en Allemagne, au Liban, au Maroc et en France. Tous vos projets s'inscrivent dans les questions d'urbanisme, de conception de la ville du futur qui vous tiennent à cœur, et ces questions sont au cœur même de l'ADN d'Issy Moulineaux. Avant de vous laisser la parole, chers Salva et Selma Mikou, il me faut vous rappeler que nous clôturons aujourd'hui, et de belle manière, le cycle des entretiens d'Issy consacré aux architectes organisés par ma collègue Fabienne. Je vous invite donc à venir découvrir le thème du prochain cycle des entretiens d'Issy lors de la présentation de la saison culturelle 2019-2020 à l'auditorium le jeudi 20 juin prochain. C'est Fabienne qui sera en splendeur. Il me reste à vous souhaiter à toutes, à tous, une agréable et enrichissante soirée. Merci beaucoup, appuyez, il y a un bouton. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Nous sommes très contents d'être là ce soir, de participer au cycle de conférences Ici se métamorphose. Donc, on va partager avec vous nos réflexions sur la métamorphose et
sur les projets d'Issy-les-Moulineaux, dont on a eu la chance d'en réaliser un pour le moment. On espère d'autres. Ça viendra, on sera en tout cas très honorés. Donc, dans le cadre de cette réflexion sur la métamorphose, on a souhaité se questionner, dans un premier temps, revenir à l'étymologie du mot métamorphose. Métamorphose signifie signifie au-delà, après. Morphose vient du grec ancien morphosis qui veut dire la mise en forme. Donc métamorphose, ce serait au-delà, après la mise en forme. La métamorphose, ce serait en principe une transformation par laquelle un objet passe d'un état à un autre état. La forme, la propriété changent, mais l'être reste le même. Si on regarde la métamorphose de Kafka, Grégor Samsa reste Grégor, même s'il se trouve un matin transformé en un monstrueux insecte. Dans le domaine des mythes grecs, Zeus devient un taureau pour kidnapper et s'accoupler avec l'Europe. Et dans l'univers latin, Daphné devient un laurier pour échapper aux avances d'Apollon. Donc, comment évoquer la métamorphose de la ville ? Est-ce qu'on peut parler de métamorphose ou bien s'agirait-il plutôt d'un processus d'hybridation, une sorte de fusion des typologies urbaines connues pour créer un troisième type hybride, imprévu et inconnu? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, dans le cadre de cette question de métamorphose, on s'intéresse à l'idée de faire la ville avec l'architecture, parce qu'on est passionné par la ville et on pense que la ville passe par l'architecture dans le cadre d'un processus qui serait un processus d'hybridation. On va voir comment. Alors, on voit ici la question, le fort d'Issy-les-Moulineaux. Voilà. Et donc c'est un exemple majeur de transformation urbaine. Donc le fort qui est un ancien fort historique transformé en un quartier contemporain exemplaire qui allie à la fois des logements, des équipements et qui utilise les techniques les plus innovantes. La collecte pneumatique, on l'a évoqué, la géothermie. On a des logements qui sont très connectés, de la domotique, une conciergerie. Tout ça, c'est vraiment des logements qui font partie logements modernes, dans le sens qui s'inscrivent dans une société moderne, contemporaine, tout en étant inscrits dans un cadre verdoyant, d'îlots ouverts, un cadre confortable de vie. Donc, et dans le cadre du fort d'Issy, on voit la piscine d'Issy-les-Moulineaux. Donc, on est ici sur le toit de la piscine. Et ce toit, c'est un élément un peu imprévu de la piscine. C'est pour nous, en fait, une des innovations dans le projet. Parce que c'est un espace inattendu qui ne figurait pas dans le programme. Et qui fonctionne admirablement parce que c'est un lieu de rencontre informel où la perception de la ville est différente. C'est un peu un espace hybride parce qu'il est à la fois extérieur et intérieur. On est dans la piscine, mais on est aussi sur le toit. Et en ce sens, cette piscine est pour nous un catalyseur de métamorphose parce qu'elle permet d'initier un usage différent de l'espace. C'est une transformation qui a un impact sur les utilisateurs qui occupent le lieu autrement parce qu'ils vont s'approprier leur espace, ils vont ouvrir des nouvelles perspectives d'utilisation et donc la piscine devient un équipement public du rez-de-chaussée jusqu'au toit. Ça, c'est intéressant. Donc, on voit un petit peu des moments ce sont des espaces qui peuvent être vécus de façon individuelle et collective. Et là encore, des vues sur la ville qui sont très intéressantes, qu'on ne peut pas voir d'en dessous. Et pour accéder à ce toit, une rampe, donc aussi une façon d'occuper l'espace. Cette piscine, elle a une autre particularité. Cette autre particularité, c'est sa valeur feng shui.
Donc, le programme qu'on a reçu était très riche à cet égard. Et pour répondre au principe Feng Shui, nous avons valorisé dans la conception du bâtiment les principes de continuum spatial, de fluidité. Nous avons évité les couloirs, les angles droits pour favoriser des articulations plus souples. Nous avons ordonné les espaces de la piscine dans des espèces de bulles en béton, dont les angles sont arrondis, et l'espace interstitiel entre ces bulles est un espace fluide et continu. Et donc, on le voit ici, on voit un peu la façon dont l'espace s'organise, hein, que ce soit les vestiaires ou les équipements servant la piscine sont dans des coques en béton qui ont été donc préfabriquées et enfin coulées sur place, mais et donc ces coques-là sont en béton teinté dans la masse et ils créent justement ce continuum spatial que j'évoquais. Et au-dessus de cet espace continu, nous avons des tapis de verre qui flottent et qui permettent d'éclairer à la fois la halle bassin et les circulations, les espaces interstitiels. Donc, on a donc des moments comme ça où on a la rencontre de ces volumes arrondis avec la lumière qui se dépose sur les murs et qui, avec la vue sur la piscine, crée des moments intéressants qui peuvent être des moments d'appropriation. Ici, on est par exemple dans le café. Bon, j'y étais tôt, donc il n'était pas encore occupé, mais ce café, il est aussi vécu comme un espace d'appropriation un peu hybride, parce qu'il y a des gens qui viennent pour y lire, on peut y travailler, on peut faire toutes sortes de choses en ayant une vue intéressante sur la piscine. Et par exemple, les parents peuvent attendre leurs enfants ici, travailler, clapoter sur l'ordinateur pendant que l'enfant se baigne. Enfin, c'est un espace qui est convivial, qui est hybride, qui peut être approprié de plusieurs façons. Donc ici, on voit les articulations avec les différents volumes en béton teintés dans la masse. Et on voit le tapis de verre qui vient éclairer les volumes et l'espace. Alors, un autre bâtiment que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est un bâtiment qui n'est pas en France. Il s'agit d'une banque, et d'une banque à Hong Kong. Et vous allez comprendre pourquoi on a choisi cet exemple. C'est un bâtiment qui, à travers l'architecture, entraîne une hybridation de l'espace public et une appropriation créative par les citoyens eux-mêmes. Ici, l'hybride, c'est une banque, c'est HSBC à Hong Kong, et on a en dessous un espace public qui est ouvert et libre, avec seulement 8 piliers pour supporter la tour et 2 escalators pour monter dans le hall de la piscine. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce soit la semaine ou le week-end, cet espace public est traversé par les citoyens, et ils peuvent, le dimanche, par exemple, c'est un espace qui est occupé pour des pique-niques, pour toutes sortes de rassemblements collectifs. Et donc, on a la création d'une nouvelle place sous un bâtiment qui n'est pas normalement compatible avec une banque. Et les usages de cette place sont multiples. C'est tout à fait imprévu et impromptu, parce que le bâtiment qui devrait être le plus secret et protégé contribue ici à la vie publique. Donc, il y a une sorte d'amplification des usages, on sort du cadre strict du programme et on ajoute une dimension urbaine au bâtiment. On l'ouvre sur la ville, on permet l'appropriation du public et donc, en agissant ainsi, on transforme la ville elle-même. On transforme les usagers, on transforme l'usage et donc, par là, on va transformer la ville. Un autre exemple intéressant, c'est un bâtiment culturel qui est cette fois-ci à Londres
et qui est très intéressant dans le cadre de l'hybridation dont je souhaite vous parler ce soir, qui est la conversion de l'ancienne centrale électrique sur les berges de la Tamise, et qui a transformé un bâtiment industriel en un musée d'art contemporain. Et ce faisant, c'est aussi tout l'environnement désaffecté de South Bank, London, qui s'est métamorphosé en un quartier culturel animé, dynamique et florissant. Et la clé de cette transformation, c'est un seul espace, c'est l'espace du Turbine Hall, qui est un grand vide de 155 mètres de long, que vous voyez là, avec 3400 mètres carrés de superficie sur 6 niveaux. En fait, c'est tous les niveaux qui appartenaient avant donc à cette Turbine Hall, à cette ancienne centrale électrique. Et donc, c'est devenu un forum urbain accessible à tous, ouvert, gratuit, et qui accueille des installations artistiques expérimentales qui transforment l'espace, et donc en transformant l'espace vont rassembler le public et lui permettre de communier. Et donc on voit ici que l'accès se fait à travers une grande rampe qui est en fait comme une rue intérieure qui va prolonger l'espace public à l'extérieur et le ramener à l'intérieur, et donc qui va justement donner à ce bâtiment tout son caractère d'espace public, espace public agissant comme un catalyseur urbain. Et donc ce bâtiment est devenu l'attraction culturelle la plus visitée à Londres. Il a joué un rôle déterminant dans la régénération urbaine du quartier. Donc on voit que, d'une manière générale, l'hybridation, ça contribue à une métamorphose spatiale, mais aussi sociale à l'échelle de la ville. Donc, avec l'architecture, on a un impact sur l'environnement spatial et social. Un autre exemple très intéressant, je continue de vous faire voyager un petit peu avant de revenir, c'est un exemple très intéressant de transformation urbaine, cette fois-ci à travers l'œuvre d'un artiste qui transforme l'espace urbain. Cet artiste s'appelle Christo. Donc, il agit d'une façon qui est très originale. Il recouvre les ouvrages, quels que soient les ouvrages. Alors, il peut recouvrir des ponts, il recouvre des bâtiments. Et ce qui est intéressant, c'est que en recouvrant, ce qui est intéressant dans son œuvre, c'est que simplement en recouvrant un ouvrage, il va changer sa perception, il va changer son image, et donc provoquer une métamorphose en introduisant une nouvelle échelle et surtout un nouvel imaginaire. Donc là, on voit qu'il intervient sur le Pont Neuf, qu'il a impacté en 1985. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le Pont Neuf continue de fonctionner, que ce soit en haut ou en bas. Donc les bateaux continuent de passer, les voitures traversent, le public aussi. Mais le Pont Neuf n'a pas changé, mais en fait, tout a changé. Parce que la perception de la ville change et on se retrouve tout d'un coup avec cet objet hybride qui transforme l'environnement, transforme le concept et agit sur les citoyens. Donc, ce même artiste a impacté le Reichstag à Berlin en 1993. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en impactant le bâtiment, son usage disparaît. On est alors dans un effet de contemplation. On contemple un bâtiment-objet qui va dépasser littéralement sa fonction. Donc on voit comment le public communie autour d'un sublime. En fait, on n'est plus dans le bâtiment, on est dans l'objet sublime qui va permettre de communier et de partager des valeurs collectives et qui va, ce faisant, transformer la ville et induire justement ce rapprochement social et urbain qui nous est cher. Alors, de mon côté, toujours pour étayer le sujet de la métamorphose de la ville, je voudrais développer l'idée d'un bâtiment comme une infrastructure ouverte. En effet, comme on a vu tout à l'heure, on peut agir sur la ville à travers l'architecture. On l'a vu avec les exemples présentés précédemment. Mais cela implique fondamentalement d'intégrer une attitude de conception urbaine, une attention à l'espace public, une ouverture sur la ville, une certaine subversion programmatique pour détourner et amplifier les usages.
Et avec cette attitude, finalement, le bâtiment devient un médium pour créer de l'urbanité. Et c'est un peu c'est un peu l'attitude qu'on a à travers les projets sur lesquels on travaille. Et là, je vais vous présenter un projet qu'on a livré récemment, un lycée, mais plus qu'un lycée, parce que on verra un peu plus tard, c'est un bâtiment qui abrite aussi des fonctions partagées, qui se veut très ouvert sur la ville. Et on est sur un site un peu particulier parce qu'on est à Boulogne, sur les anciennes usines Renault. Donc un ancien site industriel qui s'est développé et qui aujourd'hui s'est transformé en un quartier urbain finalement très contemporain, très résidentiel. Et finalement le site est à la jonction entre l'ancien Boulogne, donc le Boulogne historique, et le nouveau Boulogne qui se développe. Et on avait à gérer le fronton, donc cette grande porte monumentale que je montrais tout à l'heure, et qui était l'entrée de l'ancienne usine et qui aujourd'hui devient l'entrée du lycée. Et donc à la place des ouvriers qui la traversent et les nouveaux lycéens. Et donc c'est pour nous une symbolique très forte. Et donc on a conçu ce projet vraiment comme une infrastructure ouverte, parce que on a voulu développer à travers ce projet l'idée que un équipement doit être ouvert sur son environnement et inversement depuis l'équipement on peut s'ouvrir sur la ville. Et donc on a développé ce qu'on appelait le concept de séquence contrôlée, où on a essayé à travers les trois phases, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le site est triangulaire, et donc on a deux façades principales, une sur la traverse Jules Guesde et une sur la rue de Meudon, plus l'accès depuis le fronton. Et donc notre partie, ça a été vraiment de soulever le bâtiment, finalement, d'agir un peu comme un pont, d'utiliser la technicité d'aujourd'hui pour pouvoir libérer l'espace public et faire rentrer finalement l'espace public dans la cour à l'intérieur, et faire que inversement le préau se prolonge sur la traverse. Donc en fait ce concept finalement d'infrastructure ouverte, pour nous, on l'a géré sur plusieurs niveaux, à la fois au niveau urbain, ce que j'expliquais tout à l'heure avec les séquences contrôlées, les transparences visuelles, les perméabilités urbaines, pour diffuser finalement l'espace sous le bâtiment et donner à voir en profondeur. Mais on l'a aussi appliqué sur les façades, et l'enveloppe du bâtiment. On a travaillé en fait l'enveloppe à la fois intérieure et extérieure, avec uniquement deux matériaux. On a travaillé le socle avec un béton matricé, et tout ce qui est au-dessus est en verre. Donc on a travaillé un peu le verre dans tous ses états, j'ai envie de dire, puisqu'on a un verre imprimé qu'on a vu précédemment sur l'extérieur. C'est un verre qui est utilisé traditionnellement par Saint-Gobain, qui n'a jamais été utilisé à l'échelle vraiment architecturale, parce que c'est un verre imprimé qui était utilisé traditionnellement pour les douches, et qu'on a renforcé, sur lequel on a travaillé avec Saint-Gobain pour lui donner une dimension, bien sûr, plus architecturale. Et on a travaillé aussi sur l'idée de l'ouverture et de la flexibilité. Donc, on a des coulissants en façade qui s'ouvrent, qui permettent à la fois de ventiler le bâtiment, de lui donner de la profondeur et de l'ouverture, mais qui permettent aussi de prolonger finalement depuis les circulations et de l'espace des circulations, de le prolonger vers la cour, et de donner la vision d'un bâtiment un peu comme un tout.
Le verre, en fait, ici, pour gérer les angles des bâtiments, on a travaillé sur un système de patio, des patios qui sont aussi ce lieu justement un petit peu de l'hybridation, parce que c'est des espaces qui n'étaient pas prévus au programme et qui aujourd'hui fonctionnent pour les lycéens les utilisent pour des rassemblements, que ce soit individuels quand ils sont entre deux cours. Donc, on a utilisé un verre translucide à cet endroit-là. Ce qui est très important aussi pour nous, ce qu'on voit dans cette image, c'est la dimension sémantique de la couleur. Alors là, vous voyez la zone de la restauration sur la rue de Meudon qui est très ouverte, une grande baie vitrée. Et les rideaux ont été faits en fait avec la couleur des bleus de travail, les bleus de travail finalement des ouvriers. Donc c'est cette symbolique finalement de la couleur qu'on a essayé aussi d'intégrer dans le projet. Là, on voit un petit peu la séquence, finalement, ce qu'on disait, la séquence contrôlée depuis le parvis, le hall et la cour. Donc, en fait, à travers cette transparence que vous voyez, c'est trois espaces qu'on traverse. Et donc, c'est pour donner vraiment une profondeur de champ et une ouverture depuis l'extérieur. Le hall, finalement, est c'est l'espace pivot du projet. Il se développe sur deux hauteurs et en même temps, il permet à la fois de nous relier avec l'extérieur, mais aussi nous relier avec l'amphithéâtre qui est tout de suite ouvert sur le hall. Toujours avec cette idée de perméabilité et d'ouverture. Et l'amphithéâtre est lui aussi ouvert sur la traverse, donc sur l'extérieur. Donc depuis l'amphithéâtre, on voit passer les gens. La ville rentre dans le bâtiment et le bâtiment se projette sur la ville et se donne à voir. Là, on voit une vue depuis les circulations hautes sur la cour, avec toujours cette dimension d'ouverture et de transparence. Et puis il y a des espaces il y a plusieurs espaces qui sont des espaces à la fois sportifs, mais aussi qui peuvent servir comme espace polyvalent pour d'autres fonctions. Là, on est dans la salle de sport qui a une particularité, c'est qu'elle est constituée de poutres précontraintes. C'est vraiment des poutres avec une ingénierie assez forte, parce que c'est un espace sans poteaux, à part la trame de poteaux qu'on a en façade et qui porte 3 étages au-dessus. Là, la zone de restauration. Et voilà, une autre partie, le hall, mais le hall à l'étage du dessus, au R+1, avec une vue sur l'espace du dessous. Et puis les circulations, alors on a notre conception finalement de la matière et de la matérialité, c'est vraiment, on essaie de travailler la sensualité dans les matériaux pour qu'il y ait une perception qui soit sensible et évocatrice, avec des couleurs sur lesquelles on a beaucoup réfléchi, et puis une matérialité. On a travaillé les matériaux, la briquette colorée, on a travaillé le terrazzo. Enfin, c'est des matériaux que normalement on utilise sur l'extérieur, qu'on a intégrés à l'intérieur du bâtiment. Une salle de classe très ouverte, et puis voilà ce qu'on voyait tout à l'heure, les patios, donc qui nous cadrent finalement la vue et la ville. Voilà. Alors ici, je voulais aussi parler avec vous en fait d'un bâtiment qui pour nous est aussi un bâtiment très intéressant. C'est le musée qui représente finalement dans sa radicalité le concept d'infrastructure ouverte qu'on a un peu développé ce soir. Il s'agit du musée de Lina Bobardi à Sao Paulo. Et c'est un musée très intéressant vraiment qui fait date dans l'histoire de l'architecture, parce que c'est un musée d'art moderne, mais que l'architecte, donc c'est une femme, elle est italienne, elle construit ce musée au Brésil parce qu'elle a émigré avec son mari. C'est un bâtiment, Lina Bobardi est une architecte très radicale, et dans son idée de finalement offrir à la ville plus qu'un bâtiment,
donc presque finalement une infrastructure ouverte, un espace public, finalement un bâtiment qui devient une place. Elle a surélevé le musée, qui tient uniquement par deux poteaux latéraux, des portiques, les portiques rouges que vous voyez là. Et elle a glissé sous la place, parce qu'en fait, le bâtiment ne se résume pas à la partie vitrée que vous voyez là. Il se développe aussi en profondeur. Donc, elle a eu cette idée géniale, finalement, d'enterrer, parce qu'on est sur un terrain en pente, donc elle a aussi, ça lui permet d'avoir de la lumière aussi de l'autre côté, mais d'intégrer sous la place toutes les fonctions qui sont des fonctions de l'ordre de l'auditorium, des fonctions qui ne nécessitent pas forcément de la lumière et qui sont plus des fonctions de rassemblement et donc de réunion sous la place, et elle a laissé finalement cet interstice entre la place en elle-même et le musée. Finalement, elle l'a offert aux Brésiliens, et ça devient, cette place a tout de suite été finalement adoptée par les Brésiliens qui l'ont appelée le Belvedere. Et donc, c'est une place de concert. Là, on voit le concept graphiquement, où c'était sa vision finalement de dégager le maximum d'espace sous le bâtiment sur 8 mètres de haut, et donc de cadrer le paysage, et le paysage urbain surtout. Voilà. Alors, dans la continuité de cette idée, là, je voudrais vous présenter un autre projet de l'agence qu'on développe à Bordeaux. Alors ça, c'est un bâtiment, finalement un bâtiment hybride par excellence, puisqu'il superpose vraiment beaucoup de fonctions qui font appel à des usages différents, qui invitent des publics différents. On est sur la Garonne, sur ce qu'on appelle le quai de la création, parce que c'est un quai en fait où se focalisent des bâtiments qui sont des bâtiments assez particuliers et à la fois nouveaux et réhabilités, et qui sont un peu un catalyseur urbain à l'échelle de la Garonne et de la ZAC Belsier. On voit sur la droite, on a la Mecca, donc c'est un nouveau bâtiment culturel. On a les halles de Bas-Ponsant qui ont été réhabilitées en bâtiment tertiaire. Et on a un hôtel. Et puis ce qu'on voit sur la gauche, donc c'est notre projet. Qu'on voit ici aussi un petit peu sur la gauche, qui développe à la fois des fonctions résidentielles, puisqu'on a 2 tours de logement. Alors, elles étaient plus hautes que ça, je dois vous dire. C'était un bâtiment qui devait faire 18 étages. Le maire était très, très emballé. Malheureusement, les Bordelais, en fait, ne souhaitaient pas... bien sûr, on sait que tous que Bordeaux est classé patrimoine d'UNESCO, qu'il y a donc un certain paysage urbain à préserver, et donc il a fallu revoir les ambitions de hauteur et redescendre un peu les têtes du bâtiment. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce projet, c'est vraiment la superposition des fonctions, et montrer un bâtiment finalement qui est un bâtiment pluriel, et un bâtiment pluriel qui, de par justement cette pluralité, finalement agit vraiment comme un catalyseur urbain, parce qu'il invite différents publics, parce que finalement on y fait plusieurs choses, et on n'est pas dans une programmation mono-orientée. Alors en l'occurrence, pour notre projet, on a donc ce qu'on appelait nous un socle actif. C'est la partie violette que vous voyez, donc c'est un socle très vitré qui abrite des ateliers d'artistes, des locaux d'activité, des restaurants. On a aussi, on a une piscine aussi, donc c'est très peu courant, mais je crois que ça va être la première piscine, vous allez voir, c'est celle qui est en voûte, qui est sur le toit, et un centre sportif, et donc un espace de bien-être, voilà. Donc on a du résidentiel, des locaux d'activité, du sport, de l'administration aussi, et puis des logements pour couronner le tout. Alors,
notre idée première, vraiment, vous voyez là à l'échelle du grand paysage, c'est que le bâtiment devait se lire à l'échelle du grand paysage, parce qu'on est, on est au bord de la Garonne, mais il y a une vie aussi de l'autre côté de la Garonne. Donc voilà, on a une façon de, comment dire, de voir le paysage de loin et de voir le bâtiment de loin et de près. Et donc cette dimension finalement urbaine a été déterminante pour concevoir le projet. Et donc c'était l'idée de comment donner une visibilité à cet équipement sportif, puisque finalement c'est une piscine qui bien sûr est pour les gens qui habitent, mais c'est aussi une piscine pour tous, parce que ça va être une piscine pour la ville. D'ailleurs à ce titre c'est un peu un programme assez innovant en termes de montage également, puisqu'on travaille avec un développeur. Là, dans ce cas précisément, on travaille avec Altarea Cogedim, mais qui réalise pour le compte de la ville un équipement public. Voilà. Donc, du coup, c'était l'idée de pouvoir affirmer cet équipement, de lui donner une visibilité. Et surtout qu'on est dans un site qui est assez intéressant, puisque on est à la fois donc sur la Garonne, on est dans un site triangulaire, donc un bâtiment en proue, et donc un bâtiment qui finalement a une visibilité très forte, avec une forme et une géométrie très très particulière. Voilà. Donc là, vous voyez, on a essayé vraiment de travailler avec très peu de moyens, en sens moyen, dans le sens où on voulait privilégier deux matériaux. Donc le béton architectonique teinté dans la masse, c'est ce que vous voyez un petit peu en clair, qui reprend la couleur de la pierre bordelaise, et le verre. Et le béton est porteur, donc la structure se donne à voir à l'extérieur. Alors sur le socle, c'est des portiques, donc en fait c'est des portiques qui sont perpendiculaires finalement dans la profondeur du socle, qui commencent depuis la façade et qui vont chercher bout à bout l'extrémité du bâtiment. On a des voûtes en béton qui permettent de couvrir la halle bassin, et puis on a donc les émergences, les logements avec les loggias, et finalement ces portiques nous servent de filtre pour à la fois tenir les loggias et à la fois donner un peu une intimité au logement. Là on voit la piscine, donc la piscine qui avec les voûtes, avec les voûtes en béton, avec donc du coup une grande ouverture sur la ville, sur la Garonne, et une piscine finalement en belvédère, avec donc un solarium qui se prolonge à l'extérieur et qui va chercher la vue vers la rivière. Voilà, la structure aussi, toujours très important, l'expression de la structure comme un élément très structurant, et un élément finalement qui donne un rythme et une spatialité particulière. Alors, le projet, là, je voulais partager avec vous un dernier projet. C'est des logements, projet intéressant de par en fait son site et sa position urbaine, puisqu'on est à Nanterre. On est finalement à la croisée entre le Nanterre Préfecture et Nanterre Seine-Arche. On voit là l'aréna. On a aussi, donc on est sur le site du Croissant. Et on est sur le site du Croissant, on est aussi en bordure au pied, finalement, je dirais, au pied des bâtiments qui sont des bâtiments historiques, parce que c'est des bâtiments qui ont été construits dans les années 70 par l'architecte Kalitz.
et qui sont des bâtiments de logement, liberté, égalité, fraternité, donc des bâtiments avec une expression très forte, comme on faisait avant, une architecture de béton, en étage, en gradin, avec ce qu'on voit en fond, les tours nuages des Milayo. Alors, donc les tours des Milayo, les tours des Milayo qui vont être réhabilitées, mais qui quand même ont marqué leur époque. Donc voilà, donc un bâtiment pivot finalement, donc un site qu'on a au centre de ce dispositif urbain. Et le lot A, il occupe un angle remarquable parce que finalement, au cœur du site, sur un espace urbain qui est délimité par le boulevard Pesaro et la rue Salvador Allende, et il s'inscrit dans un contexte urbain finalement particulier, singulier, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on est au cœur d'une densité d'objets autonomes, comme vous voyez là finalement, qui discutent pas trop les uns avec les autres et qui ont surtout des temporalités différentes. La tour Calitz, le bâtiment des musiciens, on a la tour Granit, on a vu les tours des Milayo. Donc finalement, on est finalement au cœur d'un dispositif urbain très hétérogène et on a souhaité développer une architecture qui soit un peu souveraine dans un sens, parce qu'une architecture finalement qui se veut simple et rationnelle pour réconcilier finalement tous les éléments hétérogènes qui sont autour d'elle. Voilà. Donc notre projet, il développe une volumétrie très simple en fait. C'est vraiment un bâtiment cubique, un bâtiment en fait qu'on a voulu un peu intemporel, qui amplifie plus les usages domestiques, avec une économie formelle et une qualité des matériaux. Donc on est parti sur une façade en résine à l'extérieur. C'est une façade en résine blanche. Avec des ouvertures qui sont finalement un rythme assez classique, des ouvertures qui sont alignées, qui marquent un rythme, qui donnent une certaine rigueur et une composition, c'est le mot, merci. Et puis des balcons et des terrasses qui sont périphériques et qui sont tenus par des poteaux en bois. Toujours l'expression de la structure. Alors on voit là l'intérieur d'un logement, donc un noyau central, finalement des séjours à l'angle, et puis un plan assez rationnel avec des terrasses tout autour. Et là, on voit un petit peu les poteaux. Alors, les poteaux, pour nous, c'était vraiment... on les a exprimés pour qu'elles aillent dans le sens de cette épuration, de cette idée, finalement, qu'on donne à voir la structure du bâtiment, sa composition typologique, sa géométrie, et puis voilà, rien d'autre. Alors, est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Oui. Alors là, je voudrais embrayer un petit peu sur le sujet du futur d'Issy-les-Moulineaux. C'est un grand sujet. Donc, comment on voit la métamorphose de la ville d'Issy-les-Moulineaux, avec aussi une vision de la ville du futur. Alors, bien sûr, ici n'est ni Hong Kong, ni Londres, ni le centre de Paris. Et la piscine qu'on a conçue n'est ni une banque, ni un musée, ni même un monument historique. Pourtant, des lieux comme la piscine d'Issy peuvent agir localement, comme catalyseurs des métamorphoses d'un quartier. Et ici, les Moulineaux, ville de métamorphose, finalement, peut incarner la ville du futur avec des moments et des rencontres imprévues, imprévisibles, des bâtiments hybrides ouverts sur la ville qui permettront des appropriations par le public et donc feront accélérer cette métamorphose de la ville. Et à cet égard, je pense que je voulais terminer avec la ville spatiale de Yona Friedman, alors que vous connaissez peut-être, mais la ville spatiale de Yona Friedman nous propose finalement quelques réflexions dans cette direction. Parce que Yona Friedman a centré l'urbanisme et le développement urbain autour des besoins des habitants. Donc c'est vraiment centré sur l'humain.
Et avec l'exemple de la ville spatiale, Friedman en fait expose les principes d'une architecture qui est capable de s'adapter aux changements constants qui caractérisent la mobilité sociale. Donc la ville spatiale, c'est une utopie, mais c'est une utopie qui recycle finalement les mégastructures des villes existantes pour offrir aux citoyens la possibilité de vivre en toute flexibilité, avec une possibilité de changement et de transformation. Donc la ville spatiale constitue ce que Friedman appelle une topographie artificielle, parce que c'est une trame suspendue dans l'espace qui dessine un peu une cartographie nouvelle du territoire avec un réseau continu indéterminé. Et ce que Friedman propose de faire, c'est finalement de superposer la ville haussmannienne avec cet urbanisme spatial. On voit là, en fait, son intervention sur la place devant Beaubourg. Et donc, il veut développer autour de Paris, finalement, une ossature sur pilotis dans laquelle les usagers organiseront librement leurs espaces de vie. Donc, pour lui, c'est une technique qui permettrait un nouveau développement de l'urbanisme, celui d'une ville tridimensionnelle, et avec une superposition des niveaux qui va permettre de rassembler sur un même site une ville industrielle, une ville résidentielle, commerciale, voilà. Donc, avec cette idée, finalement, qu'il est le premier à avoir inventé, en plus de la flexibilité, c'est ce qu'il appelle l'improvisation. C'est que finalement, pour lui, cette mégastructure, finalement, nous donne la liberté d'improviser et de transformer l'espace, chacun à sa guise. Voilà. Donc, en ce sens, ce que là, on voit aussi son intervention là au-dessus du pont avec la perspective sur la Tour Eiffel. Et c'est en ce sens, Friedman nous démontre que l'architecture est un processus ouvert. C'est le processus d'essai et d'improvisation des utilisateurs qui font progresser finalement la technologie et qui nous permettent d'anticiper le changement social et donc le changement spatial. Et en conclusion, je dirais que finalement, la ville spatiale, on souhaitait vraiment terminer avec la ville spatiale de Friedman parce que elle syncrétise et elle intègre dans son concept les trois dimensions qu'on a souhaité développer avec vous ce soir, à savoir le bâtiment comme une infrastructure ouverte au sens propre du terme, et un bâtiment hybride et aussi un bâtiment qui est en constante métamorphose. Voilà. Et je terminerai aussi avec quelques projets de nos étudiants qu'on a fait travailler sur le 13e arrondissement, sur la place d'Italie, sur cette idée d'architecture comme levier de transformation et cette idée finalement d'aller chercher le ciel pour monter pour cette dimension spatiale qu'on fait en superstructure. Voilà, ça c'est un travail de Célina. Et ça, c'est un travail de Marco qui a superposé plusieurs fonctions et qui est venu phagocyter en fait la place d'Italie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez fait cette magnifique intervention en complète complémentarité l'une avec l'autre. Alors moi, j'ai une première question, si je puis me permettre. Est-ce que dans le travail d'architecture, vous travaillez de la même manière? Comment ça fonctionne? J'imagine que c'est une question que vous aviez peut-être. Oui, c'est une question qu'on nous pose souvent parce qu'effectivement, dans le travail de conception, l'idée de partager des points de vue est toujours un peu fascinante, mais c'est pas du tout pour nous quelque chose d'imprévu c'est pour nous, on travaille dans une sorte de hiérarchie horizontale, on travaille dans un système workshop. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec ma collaboration chez Renzo Piano, où on était toujours dans la collaboration et dans l'articulation des idées, dans l'échange, quelle que soit la position des uns et des autres. La hiérarchie n'était pas considérée. Et c'est quelque chose qu'on trouve très vivifiant et qu'on perpétue un petit peu dans notre
agence, c'est l'organisation de travail un peu expérimental avec du brainstorming, des échanges d'idées pour justement vivifier le système de pensée des uns et des autres. Et donc, on travaille ensemble dans cet objectif-là. Et pour aussi confronter les idées, bien sûr. Combien vous êtes dans votre agence? Aujourd'hui, on est 15. 15? Oui. C'est bien. Est-ce que peut-être vous avez des questions? En regardant la piscine tout à l'heure, je me disais que moi j'étais plutôt utilisatrice du solarium plutôt que de la piscine, mais vous, je ne sais pas. Oui, une question? À l'intérieur, le mur vert sont très tendres, c'est très rafraîchissant. La question que je voudrais poser, c'est pourquoi vous avez choisi la solution brute de béton? Je sais que c'est la mode par Jean Nouvel, mais nous, ça nous choque un peu. C'est vrai que... Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On parlait tout à l'heure de la vérité des matériaux, de la vérité de la construction. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On essaie en fait d'aller au cœur du matériau et puis de le donner à voir dans son état pur, donc forcément un peu brut. Et le béton, en l'occurrence, c'est vrai que le béton est brut de décoffrage, mais il n'est pas si brut que ça, parce que c'est un béton qui est très élaboré, celui-ci qu'on a utilisé. C'est un béton vraiment ciment blanc, avec des gravillons et une formule très spécifique pour avoir cette transparence et cette qualité, en fait, de cette blancheur et cette texture. Et on a utilisé un bleu cobalt. Alors, le bleu cobalt, c'est aussi... Parlez-nous du cobalt. Un pigment. Alors, ça a été tout un sujet, le bleu cobalt, parce que d'abord, c'est un pigment qui est très cher parce qu'il est très rare. Ça commence bien. Voilà. Alors, donc ça, parce que c'est tous les pigments qu'on utilise, on voit par-ci par-là de plus en plus souvent des bétons colorés. Donc les bétons colorés, en fait, c'est des pigments qu'on met dans le béton. Mais ces pigments sont des pigments finalement artificiels, puisque c'est des pigments qu'on fabrique et qu'on intègre dans la composition du béton et qui les colore donc, dans la masse. Le bleu cobalt, c'est pas un pigment artificiel. C'est un pigment qu'on trouve donc, voilà, dans la nature, donc qui est très rare et donc forcément précieux. Voilà. Et donc, on a choisi ce bleu. D'abord, on l'a très peu dosé pour pas que ça fasse trop bleu, mais parce que, justement, on était dans les principes Feng Shui. Et encore lui. et donc, le Feng Shui, on voulait développer cette idée, finalement, qu'avoir une espèce de zénitude, un matériau, finalement, qui s'abstrait et qui devient presque pas là. Et donc, avec le béton, ça nous permet à la fois de régler la structure, donc parce c'est un système porteur, et en même temps de régler la matérialité. Donc, voilà pourquoi l'explication du béton bleu. Tatiana est ingénieure. S'il vous plaît, vous avez conçu la piscine du fort d'Issy-les-Moulineaux selon le concept de Feng Shui. Pouvez-vous nous expliquer où avez-vous étudié, j'imagine en Asie, mais comment avez-vous étudié ce concept asiatique et comment le transposez-vous dans l'architecture? Merci. Alors, c'est une très bonne question. Alors, je dois dire qu'on a été beaucoup aidés parce que on a eu un programme qui était très bien fait et qui a été fait par une dame qui s'appelle Madame Dujardin, qui est une personne passionnée de Feng Shui et qui a su très bien intégrer les principes du Feng Shui dans le programme en faisant un petit peu une synthèse aussi des usages nécessaires à un centre aquatique. Donc, on a eu, si vous voulez, un programme un peu général, mais aussi qui combinait avec le programme d'usage proprement parlé de la piscine
nous a permis de dégager une synthèse programmatique qui serait cohérente pour nous permettre de concevoir le bâtiment. Donc, entre autres, les principes du Feng Shui, en fait, c'est des principes qui sont de bon sens. Hein. C'est vraiment des principes liés à l'orientation du bâtiment, le système d'entrée, qui définit comment le soleil circule autour du bâtiment, qui va définir aussi comment on s'oriente dans le bâtiment. C'est-à-dire c'est un principe, le principe du Feng Shui, et c'est d'éviter des couloirs trop longs avec des circulations qui seraient en angle droit, qui seraient trop pas confortables. Donc ils vont favoriser la circulation de l'énergie, la fluidité spatiale. Et tout ça, c'est des concepts, si vous voulez, qui sont pour un architecte qui aime travailler l'espace et qui aime créer une ergonomie, sont des principes très principes de base, très entendables. Donc, nous, si vous voulez, le Feng Shui, ça a été pour nous un catalyseur, un accélérateur d'idées, parce que des idées qu'on aurait eues par ailleurs, en fait, le fait de les avoir écrits et d'avoir quelque chose d'officiel qui émane justement de la ville, qui émane du programme, nous a permis d'aller plus loin dans la recherche d'ergonomie spatiale. Et donc, on a pu se sentir assez rassuré pour créer ces bulles en béton, créer justement des verrières qui sont comme des tapis suspendus, qui permettent à la fois d'éclairer toute la halle bassin et qui permettent aussi, quand on est dans le solarium, d'avoir des vues sur la halle et de rester connecté. Ça nous a permis de créer cette rampe et de la concevoir comme un objet très fluide, très continu, organique. Ça nous a aussi permis de travailler les ambiances d'une certaine façon. Donc, si vous voulez, ça a été un encouragement et ça nous a accompagnés dans une conception globale, fluide, organique, ergonomique et zen, surtout zen. Avez-vous étudié en Asie le Feng Shui? Je veux dire, il y a une école d'architecture où on étudie le Feng Shui, je ne sais pas. En fait, en Asie, c'est vrai que c'est très fréquent pour concevoir un bâtiment, une maison, même un logement individuel. On a recours à ces principes-là. Et là, on a eu en l'occurrence Madame Dujardin, qui est elle-même sachante en la matière, qui a collecté tous les principes, qui en a fait une synthèse et qui a élaboré un programme, si vous voulez, qui est venu accompagner le programme officiel de la piscine et des usages. Donc, on a eu à la fois un programme Feng Shui et un programme fonctionnel normal. Je voudrais juste ajouter un mot. Madame Dujardin, c'est la belle-sœur de l'artiste. C'est pas sa femme, enfin. C'est une fille très intelligente, très cultivée. Et tout a commencé dans mon bureau. Parce que j'avais fait moi-même, à partir d'éléments simples, c'est-à-dire un gros aquarium de 2000 litres, des poissons de mer, parce qu'ils ont des couleurs beaucoup plus agréables. Il a fallu reconstituer l'eau de mer, et j'avais été à l'aquarium du Trocadéro, où ils étaient on n'en parlait jamais, mais c'était des gens très intelligents. Et puis, Benoît Duquesne a débarqué. Vous vous rappelez, ce journaliste formidable, avec le fauteuil rouge, là maintenant, il continue son histoire. Bon. Il débarque un jour ici, il dit « Je vais faire un reportage sur vous ». Je dis « Pourquoi ?»« Mais pour le Feng Shui. » C'est une connerie, ça. Oui, bien sûr, c'est une connerie si vous le dites. Alors, ils ont débarqué avec une vingtaine de cadreurs, de photographes et tout, et ils m'ont raconté. Ils avaient appris qu'en Angleterre, je crois que c'est à Birmingham, il y avait une mère, complètement folle dingue, qui se baladait en redingote, etc., et qui avait transformé sa mairie en Feng Shui. Tout le monde avait dit, ça y est, elle est complètement dingue, appelée Sainte-Anne. Et alors, d'un seul coup, ils ont découvert que les gens étaient beaucoup plus décontractés, beaucoup plus accessibles, etc. Ils ont dit, merde, mais la folle dingue, elle n'a pas tort, quand même. Hein, alors, moi, je ne savais pas, c'est lui qui me l'a raconté.
Et il me dit, mais vous, votre bureau? Je dis, moi, j'ai fait un peu de japonais. Par exemple, demain, je suis un invité d'honneur à l'école des Langzhou. Ça m'a servi à rien jusqu'à maintenant. Mais c'est quand même connaître le Japon. Vous savez, ça vous apporte des tombereaux d'idées, de remise en cause, la cohabitation de la nature et de la ville, la cohabitation de la tradition. C'est ça qui nous manque, nous, aujourd'hui. Hein. Quand je vois les jeunes qui manifestent, je dis, tiens, ils ont trouvé des pépites, là. C'est dans ce sens-là. Alors, j'avais donc été me renseigner un peu comme ça pour faire du feng shui, mais à partir de l'aquarium, à partir de l'angle des pièces, à partir de l'alignement des portes, c'est vraiment élémentaire. Alors, Benoît Duquesne est donc venu, je lui ai raconté ma vie, je sentais bien qu'il se foutait de ma gueule. Après, parce que c'était un grand journaliste, lui, hein, c'était pas le gars du Parisien. Et il a donc travaillé, il a fait des reportages ailleurs, il a découvert que le phénomène Feng Shui progressait partout, avec des gens intelligents, cultivés, et il a donc fait un très beau reportage. Alors, en partant, il m'a dit, bon, je suis bien amusé, vous nous avez bien baladé, etc. Je dis, oui, bien sûr. Après, il me dit, putain, on a reçu une avalanche de courriers. Les gens, on leur parlait pour la première fois sur la télé du Feng Shui. Alors, ils téléphonaient pour organiser l'alignement du lit par rapport à la porte. Enfin, vous voyez les choses que vous apprenez. Alors maintenant, il y a plein de Feng Shui partout, qui est un peu bidon. Et c'est quand même amusant. Alors, Madame Dujardin, qui est passionnée puis intéressante, est une femme équilibrée, elle a été très contente d'avoir participé avec les sœurs Mikou à la piscine. Bon, très bien. Piscine, c'était pas évident. Et elle m'a dit, je ne pourrais pas faire d'autre chose, etc. Alors, on l'a mise sur l'école des Ajoncs. L'école des Ajoncs avait été faite par un assez grand architecte qui n'avait pas été très bon. Alors, on a dit, les parents trouvaient que c'était un peu... Vous la voyez, cette école, non? Elle était moyenne, enfin. Retrouvez-moi le nom de l'architecte, là. Si, sa mère était la présidente de la Fondation des déportés. Oui, des gens remarquables, etc. Et donc, il a fait ce truc-là. On n'a pas été très convaincus et autres. On fait un concours pour refaire. Moi, j'ai rendu ça quand, 10 ans après, il faut refaire le chantier. C'est pas terrible. Hein. Donc là, ça faisait un peu plus. Mais ça ne collait pas. Les gens n'avaient pas accepté. Et elle me dit, je ne pourrais pas participer à ça. Et poum, c'est Chambard de Lauve. Voilà, cherchez le nom. C'est Chambard de Lauve, qui est un type très honnête, qui a reconnu que sa première opération n'était pas terrible. Il a travaillé, hop, arrive Pépette Dujardin, qui dit, mais nous allons peut-être travailler ensemble, si le maire le veut bien. Alors, on n'avait jamais fait une école Feng Shui. Donc, on l'a lâché. Chambard de Lauve est un garçon très distingué, très honnête, il l'a laissé travailler. Alors, allez voir l'école à l'école des Ajoncs, et on a maintenant des résultats. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce que donne la variété de couleurs, qu'est-ce que donne l'orientation des portes, etc., avec la méthode Feng Shui? Ils ont été obligés de reconnaître tous que les enfants étaient beaucoup plus calmes, sans rien. Hein. Et ça m'a rappelé Ropa, qui a fait l'école des Chartreux chez nous, qui est un fou, de talent génial. Il a fait l'école en tôle ondulée, vous voyez, sur les quais, là, qui intrigue beaucoup les gens. Qu'est-ce que c'est quoi ce truc de là? Il a fait la crèche, il a fait l'école, le gymnase rond, rouge. On me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis après, il y a des gens qui disaient, c'est pas mal, ça. Vous voyez, mais quand on le faisait parler, il était intéressant comme architecte. Les gosses étaient très bien là-dedans. Alors j'ai été voir pourquoi. Alors lui me dit, vous regardez, j'ai fait des grands couloirs. Pourquoi? Parce que nos enfants, ils sont compressés dans la classe, et quand la porte s'ouvre, ils sortent en courant. Et ils tombent. Et ils se font du mal aux genoux. Alors j'ai fait des grands couloirs pour qu'ils ne tombent pas, et puis le matériau du couloir, c'est du lino avec de l'huile de ricin, qui est très doux. Vous avez déjà entendu un architecte vous parler des genoux des petits gosses, hein?
C'est quand même de l'humain appliqué. Alors ça marche très bien. Ça marche très bien. Et tout le monde est très content de cette école. Il y a une crèche à côté, il y a le même principe. Donc vous voyez, quand on fait de l'humain pratique, et alors j'ai vu après qu'il a fait le PC de la caserne de Champéret. Alors là, je vois pas, pour les pompiers, là je vois pas du tout. C'est du repas, ça. Il a réussi, je sais pas comment il a fait pour être choisi, je sais pas ce qu'il a fait. C'est quand même un drôle de truc, le PC, vous voyez, ce grand bâtiment en briques rouges là. Bon. Eh bien, c'est quand même des gens comme nos copines Micou, comme Repas, comme Chombardelot, vous voyez ça. Madame Cortès aussi, qui a fait l'école chez nous en paille et bois. Qu'est-ce qu'on a entendu comme conneries là. Alors là, oh là là, le nom des petits cochons, et puis ça va pas tenir. On a eu beaucoup de mal, ça a été compliqué, le choix des bois, etc. Et finalement, elle a fait quelque chose de très bien. Et les enfants sont très heureux. C'est même là qu'ils ont filmé les trucs avec les enfants pour la campagne des présidentielles, vous savez. Tout le monde est venu, quoi. Ils ont dit que c'est vachement bien, c'est un endroit formidable. Et les gosses disaient c'est bien. Il y a beaucoup de petits acteurs très, très dégourdis. Alors, vous voyez, il faut vraiment des gens comme les sœurs Micou. Alors, vous faites quoi? Châteauroux, alors vous faites la piscine. Oui, et la même, vous avez copié? Non, surtout pas. Le maire est venu, le maire est venu, il m'a dit c'est quoi ce bordel? Et puis il le fait finalement. Oui, tout à fait. Nous, c'est quand même bizarre parce qu'on a 2 piscines. On a réhabilité la première et on a construit la deuxième. Alors ça, c'est vraiment anti-économique chez nous. On dit que ça va se cannibaliser. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il y a du monde dans les 2. Un peu plus même bizarrement pour l'instant à la piscine Sevestre, qui est une piscine avec du LED, avec des tas de trucs électroniques. Là, bon. Ils ont du mal à le mettre au point même. Hein. Mais bizarrement, avoir 2 piscines, eh ben, chacun choisit. Ça se complémente. Ouais. C'est très bizarre, des piscines différentes, bien sûr. Mais la piscine votre piscine Feng Shui, tout le monde était inquiet parce qu'on dit, déjà une piscine, c'est déficitaire, mais quand il y en a 2, on va avoir 2 déficitaires. Pas du tout. Pas du tout. On a des gens très intelligents sur la ville. Et la preuve, j'ai pas vu les chiffres encore pour la piscine Sevestre en bas, mais l'autre, avec 130 000 personnes par an, c'est quand même... C'est quand je dis ça à mes collègues, 130 000 personnes, ben oui, comme c'est en concession, on a les chiffres. Hein, et ça marche très bien. Et tout le monde trouve que c'est très beau. Et Depardon a trouvé que c'était très beau aussi. On est très heureux. Si, vous êtes dans les photos. Hein. Allez, les questions à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, nous avons passé une belle soirée. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que le livre qui est en cours d'écriture fasse partie de notre rendez-vous du Festival du Livre. Alors, pas pour cette année, mais pour une prochaine année. Hein. Travaillez bien et puis on vous intégrera. Donc, nos prochains rendez-vous, le Festival du Livre le 15 juin, avec une belle programmation. Comme le disait Monsieur le maire, la présentation de la saison culturelle le 20 juin à 19h30 à l'auditorium. Donc vous êtes Festival Fabienne. Vous êtes les bienvenus pour découvrir notre saison prochaine que nous avons pensé, réfléchi, toujours de qualité, de bon niveau et avec un public comme vous, ce sera parfait. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve pour prendre le verre de l'amitié tous ensemble là-haut. Merci encore.